globalement, qu'est-ce que nous devons espérer de ce qui se vit en RDC, notamment avec la crise? Vous avez dit que le président Raoul Lorenzo et tout le monde le confirme au regard, notamment la position de l'Angola et puis du vécu certainement de l'homme d'État, était certainement l'acteur qui devait conduire à la solution. Au moment où il est aujourd'hui le président de l'Union africaine, pensez-vous que ce n'est pas l'occasion, même si sur le plan opérationnel, c'est le président de la Commission, l'occasion pour lui d'inviter ses pairs de l'Union africaine, finalement, à mettre sur pied cette force en attente? Mais écoutez, c'est l'objectif de ma prise de parole ce matin en grande partie. Parce que il a ceci qu'il est président de la Commission de l'Union africaine, président de l'Union africaine, pas de la Commission, pardon, président en exercice de l'Union africaine. Ce qui veut dire que là, nous lui soumettons quelque chose qui pourrait, en attendant qu'on ait les États-Unis d'Afrique, qui pourrait aider. La difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas deux pays libres qui sont en conflit. Nous avons deux semi-colonies qui sont en conflit. Et quand on dit semi-colonie, ça veut dire qu'il y a des maîtres qui dominent ces pays et qui les orientent. Et en face, le médiateur, lui, c'est le président d'un pays libre, qui s'est battu, qui a arraché sa liberté. Et du coup, si vous voulez, le paradigme sur lequel est posée la vision du monde des uns et des autres n'est pas du tout le même. Il y a un président qui, de bonne foi, croit qu'un chef d'État est là pour les intérêts de son peuple, pour protéger son peuple, pour ne penser qu'à son peuple. Et il a en face de lui deux personnes qui prennent des ordres. Deux personnes qui sont engluées dans un certain nombre de compromissions manifestes, qui sont telles que, malheureusement, elles ne peuvent prendre des décisions qui concernent, les bonnes décisions qui concernent leur pays. Le Rwanda gagnerait 10 à 20 fois plus d'argent s'il était en paix avec la RDC. La RDC serait c'est-à-dire que les pertes liées, si vous voulez, on appelle ça les pertes de patrimoine. C'est une formule complexe qui dit ce que vous n'avez pas pu engranger compte tenu d'un certain nombre de facteurs économiques. La perte de patrimoine de la RDC, je crois que le Rwanda y est pour, la guerre avec le Rwanda y est pour au moins 40 à 50% depuis une trentaine d'années. Ça veut dire que si il n'y a qu'à voir, je vais illustrer un peu. Lorsque la RDC est obligée de mettre 14 milliards ou 15 milliards de dollars dans le budget militaire, alors que ce budget était de moins de 3 milliards de dollars, ça génère des pertes, c'est-à-dire que des investissements bloqués qui auraient pu apporter 3, 4, 5 points de croissance à la RDC sur une décennie ou 10. C'est ça que la RDC perd pour gérer cette guerre. Lorsque la RDC perd 20 millions de personnes en 30 ans, 20 millions de personnes, si on est froid et qu'on dit simplement que c'est 20 millions de consommateurs, essayez d'imaginer simplement que, en moyenne, on va le calculer en francs CFA pour être peut-être beaucoup plus, pour faire simple, imaginez qu'en moyenne, chacune de ces personnes consommait l'équivalent de 100 francs CFA, 100 francs CFA sur les télécoms par jour. 100 francs CFA seulement. Ça ferait 2 milliards par jour. C'est 730 milliards de francs CFA, c'est-à-dire à peu près 1,5 milliard de dollars que la RDC perd chaque année du fait simplement d'avoir perdu tous ces gens-là. Et sur un seul produit. Imaginez que ces gens doivent boire de l'eau, ils doivent manger, doivent se soigner, doivent s'éduquer, doivent faire du commerce, des industries, etc. Si vous faites une projection minimale, la RDC perd au minimum entre 15 et 45 milliards de dollars chaque année du fait de cette guerre-là. Le PIB de la RDC n'est pas extraordinaire, il est simplement de l'ordre de, je crois, 100, 150 milliards de dollars. Ce qui veut dire que ce pays perd le tiers de son PIB
du fait de cette guerre. Si vous essayez de dire, vous ne faites même pas de la morale, vous n'êtes pas conseillé par le fait que les gens meurent, ça ne vous dérange pas, mais nous, ça nous donne la chair de poule, simplement en parlant de ça. Vous dites, bon, moi je fais mes calculs en tant que businessman. Vous perdez 50 milliards de dollars chaque année parce que votre pays est en guerre. Vous faites quoi? Quel genre de compromis? Vous perdez le tiers de votre PIB. Si vous perdez le tiers de votre PIB, ça veut dire que potentiellement, vous aurez pu gagner au moins 3 à 4 fois ce que vous perdez. Donc, en réalité, la RDC, s'il n'y avait pas cette guerre et qu'elle était correctement gérée, la RDC serait la première puissance économique de l'Afrique. Parce que si vous perdez, si vous avez 150 milliards de PIB et que vous aurez pu avoir 4-5 fois plus que ça, vous serez dans 600 et 750 milliards de dollars. Le premier pays le plus riche d'Afrique n'est qu'à 400 milliards de dollars. Voilà ce que la RDC perd, voilà ce que la CEAC perd. Et vous imaginez bien que les stratèges angolais ont dû calculer tout ça et se disent, mais ces gens-là, ils sont bizarres. Et si la RDC avait un tel PIB, qui est d'ailleurs médiocre, hein, mais 750 milliards de dollars pour la RDC, c'est médiocre. Mais supposons qu'ils avaient ça, mais le Rwanda, il aurait pu s'en tirer, ça aurait pu permettre au Rwanda de générer des flux économiques, peut-être de l'ordre de ne serait-ce que de 30 milliards de dollars pour le Rwanda. Vous voyez, le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est que nous acceptons des compromis parfois à un certain âge, parfois à un certain moment dans nos carrières, qui finissent par détruire nos pays. Et la plupart des chefs d'État qui ont accepté ce genre de choses se retrouvent là à faire maintenant, quand ils ont un certain âge ou quand ils sont dépassés par la situation, à faire comme si le problème c'est le peuple. À faire comme si c'est que la vie est comme ça. Vous avez ces gens qui vous disent, oh, la vie est comme ça. Il y a tous des pays pauvres, il y a des pays riches. Ah, vous savez, la vie est comme ça. Non, la vie n'est pas comme ça. Vous vous êtes compromis et vous êtes allé compromettre votre peuple. Et vous compromettez aujourd'hui la vie des gens. C'est cette cascade de compromission depuis les années 60 à RDC qui produit ça. Docteur Yam, je voudrais vous relancer. Tout ça, Pini va également va réagir parce que ça revient sur les appelants qui ont intervenu. Je suis obligé parce que le sujet, même si les deux qui ont été soumis ce matin sont importants, finalement, de manière concrète, quand on a regardé tous les processus engagés du côté, que ce soit de la SADC, de l'EAC, de l'Union africaine qui n'a pas pu capter quelque chose, de ces ratés à travers ces présidents qui ont démontré un certain manque de sérieux, est-ce que ce sont les Africains qui sont incapables de résoudre leur crise ou sont les principaux protagonistes qui ne sont pas sérieux? Non, ce n'est pas un problème des Africains, c'est un problème de rapport de production. Il y a des rapports de production dans le monde dans lesquels les Africains se trouvent engagés et il faut qu'ils fassent des efforts de s'en sortir. Et là, vous parlez des protagonistes, c'est-à-dire un certain nombre d'acteurs d'un certain niveau, eh bien, ce sont eux qui doivent pouvoir tirer leur pays, sortir leur pays de là. Tout naturellement, les gens comme le père Tshisekedi, donc le père de l'actuel président, et un certain nombre de dirigeants de l'époque, les Mobutu, un certain nombre de dirigeants de l'époque, de leaders politiques de l'époque, comme les Tchombe, ont fait un choix. Ils auraient pu ne pas faire ça. Ce qui est étrange, c'est que leur pays serait au moins 10 fois plus riche qu'aujourd'hui. Au moins. La RDC, là. Au moins. Peut-être même davantage. Parce que quand vous prenez la Chine, entre 1949 et aujourd'hui, elle a sorti 1 milliard de personnes de la misère. Elle est partie d'un PIB d'à peine quelques dizaines de milliards de dollars à aujourd'hui un PIB de 30 000 milliards de dollars. La RDC aurait pu faire pas autant, ils n'ont pas 1,5 milliard d'habitants, mais supposez même simplement que la RDC, parce qu'ils ont 10% de la population chinoise, qu'ils avaient fait, encore que les 10% là, personne n'est allé compter tous les gens qui sont en brousse là-bas, mais supposons, partons sur cette base, 150 millions d'habitants. S'ils avaient même simplement fait 10% de la Chine, ils auraient 3 000 milliards de dollars de PIB. C'est l'équivalent, c'est supérieur au PIB de la Chine, au PIB de la France, au PIB de l'Italie. Et c'est le double, presque le double du PIB de l'Espagne. Ils auraient 10% au moins du PIB de la Chine. Et s'ils avaient ça, l'Afrique centrale serait très différente. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons des acteurs politiques médiocres
pour l'essentiel en Afrique centrale. Quand vous enlevez l'Angola, vous enlevez le nouveau Burundi qui se bat, vous enlevez la nouvelle Centrafrique qui se bat, vous regardez le reste de l'Afrique, vous ne voyez rien. Vous voyez des gens compromis, des gens dont les peuples vivent dans la misère la plus abjecte et qui ne sont pas capables de prendre les bonnes décisions. Il ne s'agit pas aujourd'hui, dans le cas de la RDC, de caresser quelque chose dans le sens du poil. Il s'agit de leur dire, messieurs, vous n'êtes pas sérieux. Vous avez tué Lumumba, mais Lumumba, ce n'était pas un homme. Lumumba, c'était un idéal. Et c'est cet idéal que le Congo, les acteurs politiques du Congo depuis 70 ans bientôt, depuis 65 ans, ont tué. C'est cet idéal qu'ils ont tué. L'idéal d'un Congo puissant, l'idéal d'un Congo souverain, libre, tel que le disait Lumumba devant le roi des Belges à l'époque, quand ils accédaient à l'indépendance. Ce Congo libre, ce Congo souverain, ce Congo qui était panafricaniste, c'est-à-dire qui était censé porter toute l'Afrique. C'est ça qu'ils ont tué. Et tous les compromis, tout le langage qui consiste à vouloir arrondir les angles là, qu'on entend un certain nombre de dirigeants congolais tenir. Et il y a quelqu'un qui disait ici qu'on transcrit très souvent la rhétorique occidentale. Il n'a pas tort. En partie, il n'a pas tort. Là, il a raison en partie. C'est de dire qu'au lieu que les gens soient fermes, clairs, précis, ils nous voient. Chacun essaie de nous voyer. Chacun essaie de voir. Parce qu'il y a aussi des problèmes. Les gens ont peur que les ruptures des relations avec les Européens, que travailler sa liberté, ça vous met dans la situation par exemple de l'AES aujourd'hui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voyager partout dans le monde, vous ne pouvez pas aller partout où vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez? S'il y a des gens qui ne veulent pas de vous chez eux, mais le monde est vaste, la planète est grande, vous pouvez aller ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'aller en Europe ou d'aller en Amérique du Nord. D'ailleurs, même je trouve très bizarre que des Africains aillent chez des gens qui ont tué 420 millions de leurs ancêtres pendant la traite négrière. Ils vont faire quoi là-bas? Et des dizaines de millions d'autres pendant la colonisation. Pour la RDC seule, les Belges ont tué 20 millions de personnes. Encore que c'est ça qu'ils ont accepté. Ça veut dire qu'ils ont tué peut-être 3 à 4 fois plus de gens que ça. Qu'est-ce que les Africains font là-bas? Nous manquons de dignité. C'est-à-dire que les Africains manquent tellement de dignité que si vous n'êtes pas africain, chaque fois que vous les regardez, vous sursautez. Vous avez déjà entendu que les Chinois passent le temps à aller au Japon. Faire quoi? Vous avez entendu que les Vietnamiens passent le temps à aller en France. Faire quoi? Pas du tout. Parce que ce n'est pas ça l'attitude que vous devez avoir face à quelqu'un qui a commis des génocides chez vous. Et la bonne chose que les Congolais devaient être en train de faire aujourd'hui, j'espère qu'il y aura un sursaut par rapport à cette affaire de gouvernement, d'union nationale. Oui, on va m'en venir tout à l'heure. Donc j'espère qu'il y en aura un, mais il est clair et évident que dans la situation actuelle, l'Angola a pris la décision la plus digne qu'un pays libre peut prendre. Il ne faut jamais accepter de se faire humilier. Jamais. Et quand des pays qui n'ont pas la qualité de vie de l'Angola essaient d'humilier l'Angola, l'Angola laisse faire. 2. La chose que nous demandons, que nous soumettons au président en exercice de l'Union africaine, le président João Lourenço, c'est de constater, nous espérons qu'il partagera ce point de vue, c'est de constater que une médiation ne se fait pas avec simplement la bouche. Une médiation, ça se fait avec la force. Quand vous étiez au collège, monsieur Ouaha, s'il y avait une bagarre entre 2 personnes, est-ce qu'on se mettait à côté, on commençait à parler? On commençait à parler, oui, vraiment, ne bagarrez plus, arrêtez de vous taper. Quelqu'un venait, on mettait les muscles en jeu pour séparer d'abord ces gens. Et on se mettait entre les deux. Et c'est toujours le plus fort qui venait se mettre entre les deux. Ce n'est pas le gars qui est le plus faible là-bas qui faisait ça. Ça veut dire quoi? Nous faisons comme si la vie, elle est différente. Ça veut dire que quand vous voulez organiser une médiation, vous devez avoir la puissance d'imposer la paix à ceux qui sont en guerre. Donc, il faut que l'Union africaine ait cette force-là, qu'elle ait au moins 100 000 hommes. Et que le simple fait pour la plupart des pays d'imaginer qu'il y a 100 000 hommes qu'on peut déployer à tout moment, ça les dissuade de se faire. Mais si on avait 100 000 hommes, il n'y aurait pas les histoires que les gens font là-bas au Sahel. Croyez-moi.
Donc, ce qui se passe au Congo, là, il n'y aurait pas ça. Et ça ouvre une perspective que les Africains hésitent à emprunter, mais qui est inévitable. Nous ne pouvons pas, dans un continent plombé par le néocolonialisme, nous en sortir autrement que par la création d'un espace politique qui nous permette d'avoir notre liberté et notre souveraineté commune. Tant que nous avons été défaits ensemble, nous allons nous relever ensemble. C'est le seul moyen de résister à la bourrasque de la domination, de l'exploitation par l'Occident. Et si nous ne prenons pas, nous n'allons pas dans ce sens-là, en croyant que, bon, j'ai entendu dire la spiritualité, oui, mais ça c'est des éléments de support, ce ne sont pas des éléments de production. En croyant que nous allons parler et qu'en parlant nous allons régler les problèmes, non, se trompe. La palabre africaine, ce n'était pas ça. La palabre africaine n'était pas simplement de parler. La palabre africaine, a produit des choses comme le Himmler, qui veulent dire que quand vous vous attaquez à quelque chose, vous vous en donnez les moyens, vous mettez en place les ressources qui permettent de parvenir à votre objectif. Donc aujourd'hui en Afrique, nous sommes assis là, et nous disons là, et j'ai vu ça partout, vous prenez toute la presse africaine, les réactions partout, oui mais l'Angola jette l'éponge, non, l'Angola ne peut pas accepter d'être humilié, et l'Angola a laissé tomber. Mais l'Union africaine peut essayer de rattraper et d'anticiper sur d'autres conflits. Sauf que, docteur Yam, cette Union africaine, on ne la ressent pas, parce qu'on regarde même la situation au niveau du Soudan, entre le gouvernement qui est géré par le général Abdel Fattah. Vous avez également aussi les FDLA qui se sont formés. La fois dernière, ils sont allés mettre sur pied un gouvernement du côté, et notamment du Kenya. Vous voyez qu'il y a toujours des pays africains qui viennent déranger. C'est là où on parle peut-être de cette incapacité. Finalement, ces Africains ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. C'est pour ça que nous disons, au moins nous avons aujourd'hui à la tête de l'Union africaine quelqu'un qui est issu d'un pays libre et souverain. Qu'il exerce donc cette souveraineté et cette liberté là-bas. Qu'il montre à l'Afrique ce que c'est qu'être libre. C'est pour ça que nous l'interpellons. Parce que ce qui se passe au Soudan, d'abord il y a eu la partition du Soudan en deux, c'était un scandale. Parce que, bon, vous aviez des gens qui étaient là et qui n'ont rien fait. Et aujourd'hui, vous avez cette dizaine de milliers de morts au Soudan, tous nos frères soudanais qui sont en train de mourir, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter ça. Si vous êtes un homme libre, vous êtes président en exercice de l'Union africaine, vous proposez des solutions pour la liberté. Les solutions pour la liberté, c'est par exemple, il ne faut pas rêver. La liberté a toujours une couverture par la force. Vous ne pouvez pas être libre si vous n'êtes pas fort. Mais qu'est-ce que le président Poutine dit au monde entier? Mais le président Poutine dit au monde entier, nous protégerons notre liberté. Mais il va protéger ça en organisant, en bavardant. Il va protéger la liberté de la Russie, pas avec les Orechnik, monsieur. Avec les Tupolev 160. Avec des sous-marins nucléaires. C'est ça, c'est avec ça qu'on protège la liberté. Mais on ne protège pas la liberté d'un peuple en faisant de longs discours. C'est avec ça. La seule chose, c'est qu'on ne retourne jamais ces choses-là contre son peuple. C'est toujours contre ceux qui viennent de l'extérieur. L'Afrique ne peut pas protéger la liberté des Africains, ne peut pas protéger la paix en Afrique sans ces outils. Il nous faut donc réfléchir stratégiquement à ce que nous voulons. Soit il y a certains pays qui vont commencer à développer un certain nombre de systèmes d'armes qui vont leur permettre de développer leur liberté en interne et ça va donc être utilisé pour protéger des régions. Soit nous rendons à l'évidence, les sous-régions au moins doivent devenir des États fédéraux et à partir de là, on mutualise toutes ces ressources-là et on s'assure d'acquérir des choses comme des bombes nucléaires, des armes nucléaires, on s'assure d'acquérir les armes hypersoniques, on s'assure d'acquérir des armes électromagnétiques, on s'assure d'acquérir une capacité spatiale, on s'assure d'acquérir des capacités sous-marines. Si on ne fait pas ça, M. Moha, ne rêvons pas, nous resterons le dindon que les autres vont manger. Et si nous ne voulons pas être le dindon qu'on va manger, nous devons nous rendre à l'évidence. Les États-Unis, les États fédéraux au niveau des sous-régions, où on peut aller directement aux États-Unis d'Afrique, mais on peut avoir ces deux étapes. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Parce que la liberté, ça se protège par une puissance de feu qui
va contraindre les autres, qui fait peur aux autres et qui les contraint à ne pas vous attaquer. Qui aujourd'hui peut essayer d'aller attaquer la Corée du Nord? Qui peut se lever et dire qu'il va attaquer la Corée du Nord? Là, on a testé un peu la Russie, mais tout le monde a eu peur quand ils ont commencé à déclencher quelques 2 ou 3 petites armes. Vous croyez qu'on va protéger notre liberté avec quoi? Et c'est ça le problème auquel nous sommes confrontés. Il faut que la RDC se pose, tous les citoyens de la RDC se posent une question sérieuse. Sont-ils dirigés par un homme libre, capable de construire avec de la liberté et construire de la liberté? Merci, Dr. Yam.